Vous mettez par exemple le préservatif, ça a dû énormément, comment on appelle, la durée de l'acte, ce qui ne déplaît pas aux femmes et qui renforce un peu la supériorité masculine que l'homme recherche dans cet acte. Au chapitre opposition au préservatif, émage depuis des décennies l'Église catholique. On se souvient des très controversés propos du pape Benoît XVI en mars 2009, pour qui on ne peut régler le problème du sida en développant l'usage du préservatif, car cela risquerait d'aggraver le mal. Un bémol fut apporté par le dirigeant pontifical qui accepte en novembre dernier l'utilisation dans certains cas du préservatif. Moi je trouve ça trop tard parce qu'il y a eu trop de victimes avant que cette décision ne soit prise. Vu que les mentalités changent, lui aussi il change avec le temps. Et je suis heureux de constater que le clergé finalement s'est mis dans la danse, a compris qu'il ne fallait pas tenir le discours qu'il tenait. Selon les chiffres fournis par le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 12 milliards de préservatifs sont utilisés chaque année. C'est dire que même si le Messie qu'est le condom se confronte à quelques écueils, il reste indéniable que ce bout de latex a encore de beaux jours devant lui dans sa double mission de préservation contre les MST et de consolidation du plaisir. Connaître son statut sérologique, c'est d'abord et avant tout faire le test de dépistage. Une décision pas toujours facile à prendre, mais qu'il faudra bien prendre pour mieux se connaître. Pour la plupart des jeunes béninois, c'est un acte qui fait peur. On va à la découverte des étapes du processus du test de dépistage à travers ce reportage de Isakiat Latoundji. Ça, c'est un test de VIH-Sida et ça a le même principe que le test de grossesse. Faire le test de dépistage du VIH-Sida pour connaître son statut sérologique. Décision plutôt difficile à prendre, mais elle reste le seul moyen pour savoir si l'on est porteur ou non du virus du sida. Ceux qui ont osé ne cachent pas la peur qui les a animés tout au long du processus. C'est pas un truc qui est facile, mais c'est un peu compliqué. Ben, ça le courage seulement, et puis c'est l'entente et tout ça. Donc quand il fait ça, bon, pourquoi? C'est mon mari qui dit d'aller faire, parce qu'il avait déjà fait pour lui. Donc quand je suis partie, j'avais peur au fait, parce que moi-même, j'ai fait des trucs, bon, j'ai fait, mais après, moi-même je ne suis pas allée prendre le résultat. J'avais peur à moi, et puis bon, mon cœur n'était pas tranquille, mon cœur battait, tout ça là. Ici, à la clinique de référence nationale de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, toute personne désireuse de faire son test de dépistage doit passer par le service de conseil au dépistage volontaire. On le prépare à accepter le résultat du test. Un résultat qui peut être positif, négatif ou indéterminé. Quand le résultat est négatif, c'est ce que nous souhaitons parce que ce n'est pas aussi facile pour nous d'annoncer à quelqu'un tout de go, vous êtes séropositif. Nous exhortons cette personne à revenir dans 3 mois pour confirmer ce test parce qu'il y a ce que nous appelons la fenêtre sérologique. Maintenant, quand le résultat est indéterminé, nous demandons à cette personne-là de revenir encore dans 2 semaines pour refaire parce que ça dépend aussi de la sensibilité du réactif qui a été utilisé ou carrément nous référons au laboratoire national. Maintenant, quand c'est positif, c'est là où le grand travail commence. Le résultat positif est dur à accepter. Certains partent sans retirer le document qui témoigne de leur séropositivité. À cette étape, tout le travail du dialogue confidentiel entre le soignant et son client en vue de prendre des décisions personnelles et surmonter le stress face au VIH-Sida entre en jeu. L'assistante sociale nous informe qu'il n'y a pas de semaine où elle n'enregistre des résultats positifs. Une fois, j'ai reçu une dame, au fait, qui était venue pour adopter une méthode de planification. Elle a décidé tout de go de venir faire son test. Elle a un mari, bon, qui de temps en temps découche, tout ça là. Donc elle-même, elle a compris qu'elle était exposée. Nous avons fait le pré-test. On est descendu au laboratoire. On a fait le prélèvement. À la fin, on m'a amené le résultat. Et comme elle est lettrée, je lui ai demandé si elle est prête à accepter le contenu de l'enveloppe. Elle a ouvert l'enveloppe et dès qu'elle a vu le rouge, elle a fait sa prise.
Heureusement que cette porte était fermée, parce qu'elle voulait sauter par là. Des structures de prise en charge psychologique et médicale existent pour accompagner la personne déclarée séropositive. À l'aide des soins et conseils, elle finit par accepter sa séropositivité et apprendre la vie du bon côté. On les appelle les orphelins et enfants vulnérables. Ils ont perdu leur père ou leur mère ou les deux parents des suites de la maladie du VIH-Sida, victimes très souvent de stigmatisation. Leur quotidien n'est pas des plus faciles. Dans ce reportage, nous vous invitons à aller à la découverte d'un centre d'accueil de ces enfants. Il s'agit du centre d'accueil Enfani qui compte aujourd'hui 129 orphelins et enfants vulnérables. Voici le reportage de Emar Yeloinse Rodon. C'est la récréation au centre d'accueil Enfani de l'ONG Jeunesse en Mission. Ici, 129 enfants vulnérables ou orphelins du fait du VIH-Sida sont entièrement pris en charge par Lucien Awandinou, le promoteur de l'ONG, communément appelé ici Papa. Jeunesse en Mission est une ONG qui a été créée depuis 1993. Les personnes que nous accompagnons, les personnes que nous suivons, c'est-à-dire les personnes séropositives ou autres, avaient des difficultés à assurer la charge de leurs enfants, assurer surtout la scolarisation de leurs enfants. Et donc petit à petit, nous avons commencé par aider ces personnes à assurer la garde et la scolarisation de leurs enfants. Et par la suite, il y a eu des problèmes de stigmatisation en famille, des problèmes de rejet de ces enfants qui ne pouvaient pas se mélanger aux enfants de la coépouse ou des parents. Et puis, des enfants nous sont restés sous le bras. Ça a été le début de la création de cet orphelinat que nous avons évité d'appeler orphelinat depuis le début. Nous l'appelons un centre d'accueil des enfants et adolescents en situation difficile. Farida est élève en classe de première. Pensionnaire du centre depuis l'année 2000, elle a bien voulu nous raconter son histoire. Je suis venue ici au centre Enfani en 2001, après le décès de mes parents. Et je peux expliquer par là que en 1998, mon père était décédé. Et en ce temps, j'avais 5 ans, je ne savais encore rien, je ne savais pas pourquoi. Mais il souffrait, il vomissait, il avait la diarrhée et tout le temps, c'était ça qu'on constatait chez lui. Il ne se sentait pas bien jusqu'à ce qu'il maigrisse complètement, il est devenu méconnaissable. Donc après cela, en 1998, après la mort de mon père, on est revenu au village et ma mère, elle ne savait pas comment elle allait faire pour nous aider parce que maintenant nous sommes 2 enfants à sa charge. Avec la pauvreté, avec tout cela, on n'avait pas d'argent pour nous envoyer à l'école. Et quelques semaines après, elle-même est tombée malade. Et là, en ce temps, j'avais 7 ans. Et c'est comme ça que mes parents m'ont laissé. Je ne savais plus où aller avec la charge de ma petite soeur. Comme Faridat, les autres enfants ont aussi leur histoire qu'ils gardent au plus profond d'eux. Une histoire pas toujours facile à raconter. Après le décès de mon papa, j'ai été recueillie par ma tante qui avait voulu nous aider. Et elle avait voulu que je sois sa domestique. Je suis restée auprès d'elle pendant 8 ans comme ça. J'étais partie chez elle à l'âge de 5 ans. Donc à partir de là, ils ont commencé déjà par me maltraiter, lui et son mari, par me donner des coups. Et des coups que je reconnais aujourd'hui que c'est un peu plus fort que mon âge. Des coups de tête, des coups de bâton, avec les lanières pimentaires, tout ça. Je rends beaucoup grâce à Dieu parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais encore en train d'aller à l'école. Mon papa est mort quand j'avais 6 ans et il est mort suite à une maladie. Ma maman a pris la résolution de nous garder. Or, elle aussi, elle était malade, elle est sérieusement malade. Jusqu'à présent, elle continue de prendre les soins. Confrontés à des conditions de vie très difficiles après le décès de leur géniteur et surtout victimes de discrimination, ces enfants ont trouvé en l'ONG Jeunesse en Mission un havre de sérénité. Ici, ils sont hébergés
nourris, soignés, scolarisés et bénéficient d'un soutien psychosocial. Nous nous sommes dit prioritairement que tous ces enfants doivent aller à l'école, quel que soit l'âge auquel nous les prenons. Et ensuite, bon, ils peuvent choisir d'apprendre un métier ou de continuer les classes. En tout cas, nous avons les infrastructures scolaires, nous avons une école maternelle, primaire et secondaire et même technique où les enfants sont sur place et ils vont à l'école. Le centre Enfani vit de dons provenant notamment du programme alimentaire mondial PAM. Mais depuis 2008, les temps sont devenus durs pour l'ONG Jeunesse Ambition. Le PAM, confronté lui aussi à quelques difficultés, a mis un terme à son soutien en nourriture. Nous avons tapé à toutes les portes et nous n'avons pas eu gain de cause. Nous sommes dans la désolation, nous n'en pouvons plus. C'est-à-dire que donner à manger à ces enfants au moins 3 ou 4 fois par jour, c'est absolument très difficile. La prise en charge des 129 orphelins et enfants vulnérables nécessite beaucoup de moyens. Des moyens que l'ONG Jeunesse Ambition a de plus en plus du mal à trouver. Mais pour l'instant, Faridat et ses amis peuvent entrevoir l'avenir avec beaucoup d'espoir. Contrairement à des milliers d'autres enfants orphelins qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Lucien à Wandinou. Si au Bénin, les statistiques montrent que le taux de prévalence régresse, ce n'est pas forcément le cas dans le reste du monde. La jeunesse baigne toujours dans l'inconscience et nombre d'entre eux n'évoquent le sida que le 1er décembre. Et dans le rang des personnes les plus exposées figurent les travailleuses du sexe. Mais au Bénin, elles sont de plus en plus conscientes et selon certaines sources, elles exigeraient souvent le préservatif. Ce 29 novembre 2009, cela fait donc exactement un an, Jean-Eudes Mitopé s'est rendu dans l'univers des travailleuses du sexe, un monde où le plaisir côtoie parfois la désillusion. Elle vit sa vie dans le ghetto comme des millions de femmes. Elle connaît les vices de la rue et en préserve son âme. Fragile. Considérées comme principales vectrices du VIH, les belles de nuit sont en même temps les personnes les plus exposées. Cet effet papillon aujourd'hui semble disparaître. À l'heure où le sida continue de gagner du terrain dans le monde entier, les prostituées à Cotonou sont visiblement les âmes les mieux protégées. Il est 23 h, l'opacité de la nuit est évidente. Sur le trottoir déambulent quelques fleurs de macadam. Bienvenue dans l'univers torride, spectaculaire et dangereux de la prostitution à Cotonou. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, au rendez-vous. Elles adorent l'ombre épaisse de la nuit. Elles sont de tous les âges et de toutes les couleurs et arpentent le trottoir des heures toutes les nuits à la recherche d'un client. Vous les croiserez peut-être au détour d'un carrefour et vous ne vous douterez de rien. Les tenues décentes, c'est pour la ville. Mais sur les lieux de travail, elles se métamorphosent et la patrouille commence. Après 45 minutes, la chance sourit déjà à celle-ci. La négociation est rapide, c'est conclu et comme elles le disent, elle va faire son bise. Avec ce premier client, elle passera 30 minutes et reviendra se poster car la nuit ne fait que commencer. A contrario ici, dans ce bar situé à l'autre bout de la ville, on attend plutôt le client devant une bière. Ça peut durer des heures, voire toute la nuit. Mais quand le client se pointe, ça donne ça. Quand le client vient, nous discutons du prix. Et s'il est d'accord, on fait le bise. Parfois,